Cosa Vostra. Bienvenue dans Mediarama, le podcast du futur des médias. Je suis François Desfossés et chaque semaine, je rencontre des entrepreneurs, des têtes penseuses et des experts de la galaxie média. Ce podcast est proposé par Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Retrouvez-nous sur cosavostra.com. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mediarama, Pastille Actu. Alors pour cet épisode, on va pas que traiter des articles d'actualité, mais je voulais un peu mettre en avant une source en fait de médias que j'utilise beaucoup dans ma revue de presse et que vous probablement auditeurs, si vous vous intéressez de près ou de loin aux médias, avez peut-être déjà repéré. C'est la revue des médias de l'INA. Et pour en parler, je reçois Mathieu Deslandes, qui est le responsable éditorial de cette excellente publication sur les médias. Mathieu, bonjour. Bonjour François. Et merci d'être avec moi pour cette pastille actu. Donc Mathieu, toi tu es journaliste de formation, tu es passé par plusieurs organisations médias telles que Rue 89, l'Obs, Libé, Le Parisien, et tu es également l'auteur d'une enquête journalistique et biographique avec la journaliste Zineb Drief parue en 2019. C'est bien ça pour ton parcours ? C'est bien ça, ouais, ça fait 17 ans maintenant que je fais du journalisme. Bon, et dans tout ce parcours, donc là aujourd'hui tu as un petit peu quitté le côté publication média pour, alors je vais pas dire se mettre en retrait en arrière, c'est pas ça le sujet, mais donc t'as décidé de passer un peu de la lumière à l'ombre. Comment est-ce que tu vois un petit peu ce passage à l'INA où t'as pris un peu de recul pour traiter de ton ancien métier ? Disons que j'avais envie comme beaucoup de journalistes, je pense, à un moment, j'ai éprouvé un peu une fatigue du news et j'ai cherché à me renouveler en m'intéressant à des sujets peut-être plus calmes ou à produire des contenus plus durables, plus longs, qui me donnent l'occasion, moi, de réfléchir et qui donnent aussi aux lecteurs l'occasion de réfléchir. Les médias, c'est un sujet qui m'intéresse depuis longtemps, évidemment. Et quand j'étais à l'école de journalisme, j'avais assez envie d'écrire dans des rubriques médias et l'occasion ne s'était jamais présentée jusque-là. Et en fait, je suis assez content que ça arrive si tard dans mon parcours, parce que je pense que plus jeune, j'aurais sans doute écrit des choses peut-être un peu plus moqueuses ou à partir de théories. Là, j'ai vécu plein de situations, j'ai écrit dans des rubriques très très variées, dans des médias très variés, et du coup, je pense que j'ai une meilleure capacité à comprendre les difficultés, les enjeux et à raconter le travail tel qu'il est. Ouais, et tu veux dire que oui, enfin que c'est l'expérience en fait quelque part qui est là j'ai l'expérience qui permet d'être un peu plus posé, effectivement. Ouais, donc c'est quand même un peu un rouleau compresseur quand on est dans les news et quand t'es parce que l'INA est donc un établissement public, hein. Je recevais Antoine Baillet il y a quelques épisodes où on en avait pas mal parlé. Est-ce que c'est seulement dans ce type de médias que tu peux avoir le temps de faire des articles plus longs, de plus de fond, etc., et d'être moins justement dans la hard news, le côté sensationnel, pour un peu évidemment tout n'est pas noir ou blanc, mais un peu pour schématiser. Écoute, je saurais pas dire. Il y a beaucoup d'endroits où tu peux prendre le temps de faire des immersions, des explorations, mais en général, tu dois en même temps assurer des contraintes de planning de service ou faire quand même des colonnes de brèves ou de petits sujets pour dépanner. C'est rarissime, je trouve, les endroits où tu peux te concentrer et creuser comme on peut le faire, comme on a le luxe de le faire à l'INA. Et effectivement, je crois que c'est la beauté du service public de permettre à des endroits comme ça de vivre. Ouais. Ouais, et c'est clair. Et pour donc revenir sur la revue des médias de l'INA, est-ce que tu pourrais le décrire? C'est quoi votre mission? Qu'est-ce que c'est? Vous êtes combien en 2 mots pour bien
voilà, y avoir une image assez juste, assez nette de à quoi vous servez, ce que vous êtes? Ben, en fait, je pense qu'il faut repartir du moment où l'Institut national de l'audiovisuel a été créé, donc en 75. L'État a listé un certain nombre de missions qui lui étaient confiées. Donc la plus connue, c'est la conservation et la transmission du patrimoine audiovisuel français. Mais il y a d'autres missions à côté. Notamment, il y a une mission importante de formation au métier de l'image et du son, et il y a une mission de recherche sur les médias. Et donc l'INA a publié d'innombrables livres et revues qui font autorité dans la communauté scientifique. Et en 2010, l'INA s'est dit que ce serait intéressant de s'adresser à un public peut-être plus large. Et c'est à ce moment-là qu'a été lancé un site consacré aux mutations des médias. Et ça s'est d'abord appelé INA Global. Et depuis 2 ans, ça s'appelle la Revue des médias. Donc c'est gratuit, c'est sans publicité. Et c'est un site sur lequel on s'intéresse à la fois aux écosystèmes, aux contenus, aux usages. Il y a des centaines de papiers de chercheurs, d'universitaires qui constituent une base hyper intéressante pour se documenter de façon assez pointue. Et à côté, depuis quelques mois, on essaye de développer des contenus plus journalistiques, des histoires ou d'autres approches susceptibles d'intéresser un public un peu plus large. Et donc il y a à la fois tous les contributeurs extérieurs, et en interne on est une toute petite équipe animée par François Quinton. Et donc avec mes camarades, je vais les citer, Juliane Rabajoua-Cani, Maya El Boudrari et Xavier Eutrope. On essaye de raconter le travail journalistique, de réfléchir aux pratiques, de documenter la réception de ce travail par le public, de mettre en perspective les mutations du paysage médiatique, et de donner du plaisir aux lecteurs, quoi, tout simplement. Écoute, en tout cas, moi, j'en ai. Je sais pas à quel point c'est grand public, effectivement, où ça s'adresse à des professionnels, mais voilà, moi, j'ai quand même vu dans tes articles, voilà, où tu couvres un peu, donc c'est toutes les mutations de ces médias, et particulièrement sur le métier de journaliste. C'est presque un regard introspectif, hein, sur la manière dont ils traitent, enfin donc les journalistes traitent et façonnent l'info. Et donc pour cette revue de presse, je voulais parler de quelques-uns de tes articles récents. Et puis après quand même, j'ai deux trois sujets un peu plus d'actu, pas forcément traités par la revue des médias, mais sur lesquels j'aurais aimé avoir alors ton avis d'expert des médias, même si tu refutes un peu le terme, en tout cas de quelqu'un qui travaille et qui regarde un petit peu. Je fais juste du journalisme. Je suis pas un expert. Non, exactement. Ça, tu l'avais bien dit, mais voilà, tu es journaliste, tu regardes ce qui se fait, donc forcément, il y a des choses qui peuvent t'interroger, et même si c'est pas un avis d'expert, ton avis, je pense, est important. En tout cas, c'est intéressant de l'entendre. Donc, un article qui m'avait forcément attiré l'attention, assez récent, c'est donc une interview de Loana. Alors, on se dit qu'est-ce que vient faire Loana dans la revue des médias, mais tu reviens sur le traitement médiatique dont elle a fait l'objet depuis qu'elle a fait le Loft, en fait, et c'est assez terrible. Évidemment, on l'a vu beaucoup dans les revues People, etc. Mais quand tu le lis, tu te dis vraiment elle a eu un traitement dur. Je vais pas dire qu'elle a été traînée dans la boue, mais voilà, c'était nouveau pour elle. Tu sens un peu une espèce d'innocence, et elle a été attrapée avec pas mal de malveillance dans la part des journalistes. Alors déjà, pourquoi cet article, et qu'est-ce que tu as appris à travers cet article sur ton regard un peu de journaliste sur les rédactions, et évidemment dans une période post-MeToo, où tout ça a été évidemment très très documenté, mis en lumière. Alors pourquoi cet article Parce qu'en avril 2021, ce mois d'avril marque les 20 ans de Love Story. Et du coup, on a commencé à réfléchir un peu à des idées, puisque c'est quelque chose qui a beaucoup qui a beaucoup marqué. Donc on s'est lancé dans une série. Donc il y a des articles sur différents angles, notamment un sur le confessionnal qui a été mis en ligne il y a quelques jours. Et moi, je me suis dit, qu'est-ce qui m'amuserait, qu'est-ce qui m'intéresserait le plus, et je me suis dit, ce serait que Loana, qui a une expérience immense des médias, raconte à son tour comment elle juge le travail des journalistes qui écrivent sur elle depuis 20 ans. J'avais envie de retourner d'inverser le projecteur, quoi. Ce qui est rare, ce qu'on fait rarement, et ce que elle n'avait jamais eu l'occasion de faire.
Euh, du coup, c'était moi ce que ça m'a appris, ça m'a appris plein de choses. J'ai mieux compris à quel point la notoriété a surpris les participants à cette première télé-réalité. Elle me dit en fait, pour moi c'était un jeu télé et donc évidemment que quand on fait un jeu télé, on ne devient pas célèbre. Elle avait en tête Question pour un champion, le Ouais, Big c'est ça. Deal. Ouais, Et donc pour elle c'était tout à fait ça a été tout à fait étonnant et violent de découvrir à quel point elle était célèbre. J'ai mieux compris à quel point elle avait pas du tout les codes. À la sortie du loft, elle a vécu l'enchaînement des interviews qui étaient puis évidemment elle était très très sollicitée. Elle a vécu ça mais de façon atroce. On lui demandait zéro accompagnement hein, aussi. Alors elle dit que même ouais. les équipes de prod elles-mêmes étaient un peu dépassées par l'ampleur de tout le phénomène, mais donc elle a été livrée toute seule, sans préparation, sans accompagnement. Voilà, on l'a pas préparée et elle, on lui demandait en gros de déballer sa vie puisqu'elle avait rien d'autre à raconter. Donc déjà C'est ça. Et d'ailleurs c'est elle pas une dit vie facile et exactement. elle pensait qu'elle était obligée de répondre à toutes les questions. Elle osait pas dire aux journalistes non, ça me gêne d'aller sur ce terrain ou elle pensait que c'était obligatoire et donc c'est d'une violence dingue et elle raconte qu'elle pleurait tous les soirs à ce moment-là. Ça, c'était effectivement quand tu lui demandes quelle question elle aurait aimé qu'on lui pose et elle dit aucune, je n'avais rien à dire. En fait, donc tu vois ce décalage entre pas de préparation, rien à dire et harcelé d'interviews, de reportages, etc. Donc Est-ce que tu penses que ça pourrait encore arriver aujourd'hui de ce genre de traitement, je disais un peu post-MeToo? Bah alors là, il y a plusieurs paramètres. Enfin, le premier, c'est qu'on n'a plus personne n'a l'innocence que cette première génération de candidats cobayes avait, puisque maintenant on sait comment ça fonctionne, ce genre d'émission. Et, Je crois que maintenant ils sont, alors peut-être pas salariés, mais c'est bien mieux encadré, ils sont bien plus préparés les candidats. alors oui, si, maintenant ça fonctionne comme du salariat puisque après le Loft, il y a eu d'autres émissions il y a eu des procès justement pour faire reconnaître que c'était une forme de travail quand même. Euh, non mais écoute, sur Loana, j'ai aussi mieux compris pourquoi elle continue à répondre aux médias parce que ça pour moi c'était un mystère. Je trouvais qu'elle était un peu maltraitée et je comprends pourquoi elle continue à accepter parce qu'elle trouve que les moments d'échange avec des journalistes et ben malgré tout des discussions qui l'intéressent, c'est des moments qui lui font du bien. Euh, j'ai été aussi enfin ce papier m'intéresse aussi dans la mesure où j'ai tenté un dispositif d'entretien adapté à sa personnalité. Ouais, c'est ce que t'expliques, ça a été assez décousu avec des lapins, etc. Mais sous différentes formes, t'as réussi quand même à construire un récit. Bah, dès le début, je me suis dit, elle a été interrogée 150 000 fois. Comment lui faire dire des choses nouvelles? Et surtout, c'est très compliqué pour quelqu'un qui a été beaucoup interrogé de pas partir en réponse automatique, de se dire, en fait, j'essaye de réfléchir à cette question à laquelle j'ai peut-être déjà répondu de façon rapide dans des talk-shows, etc. J'essaye d'y réfléchir. Tranquillement et parce que je trouvais que souvent les interviews qu'elle accordait ça lui rendait pas vraiment justice elle disait parce qu'elle pensait sans doute que c'est comme ça qu'il fallait faire, elle disait le premier truc qui lui passait par la tête et on voyait pas la complexité qui peut l'habiter et du coup je lui ai proposé en fait de faire un truc par écrit au début où j'envoyais une question par jour et elle prenait le temps d'y répondre. Donc c'est comme ça qu'on avait commencé et il me semble que ça a permis quelque chose. Et donc moi, dans l'exercice de mon travail, j'en retire un peu de satisfaction. Enfin, en tout cas, je sais que je m'autoriserai à l'avenir à chercher à chaque fois la meilleure manière de m'adapter à mon interlocuteur. Et sur ta question sur MeToo, en fait, je suis je suis pas très très optimiste parce que Loana continue à incarner la figure de la bimbo pour beaucoup de gens, dont il est assez facile de se moquer. Ouais. Donc même s'il y a des cheminements individuels quand tu écris sur les femmes en général ou sur des cas de violence, bon, je sais pas à quel point on a progressé quand il s'agit des people télé quoi.
Donc, ce qu'il y a aussi Y des compris au niveau des ouais. rédactions, hein, c'était ça mon point. Hein, c'est des Oui, journalistes oui, et des rédactions, quoi, des oui. figures sacrifiées aujourd'hui. Est-ce que pour vendre, ça se passerait pareil aujourd'hui? Écoute, je connais pas très très bien la presse people. J'ai encore jamais travaillé sur ce sujet, donc je sais pas très bien comment. Euh, S'il y a eu un réveil des consciences, est-ce que des ouais. méthodes, etc. Mais mais si, c'est un bon sujet. Je te remercie de me souffler il faudrait le faire. Mais parce que sur Loana, t'as même eu des articles et des bouquins qui ont fait d'elle un archétype de la victime de violences sexistes, du Ouais, patriarcat. ouais. Donc ça part d'un bon sentiment. Mais là encore, on parle à sa place. Et donc d'une certaine manière, ça reste un peu problématique. Donc j'en ai parlé avec elle. Donc quand on lui suggère qu'elle incarne quelque chose de cet ordre-là, en fait, ça lui va bien, mais parce qu'elle est polie et qu'elle dit oui, d'accord à la plupart des choses qui lui sont suggérées. Mais au fond d'elle-même, elle a pas du tout envie d'être un symbole. Elle est pas militante du tout. Elle se sent pas du tout féministe. Et donc c'est juste pas son truc. Donc ce sera pas un combat pour elle. Ouais, c'est ça. En fait, c'est pas son combat, mais elle l'incarne depuis 20 ans. C'est ça qui est assez terrible. En tout cas, super article que je voulais un peu mettre en avant parce qu'effectivement le sujet peut prêter à sourire et pourtant derrière voilà en filigrane tout ce rapport avec des journalistes, les rédactions, ce traitement médiatique post-MeToo, je trouvais ça assez intéressant. Euh, Autre article, alors rien à voir, donc là pour le coup on va sur un sujet plus sérieux. Tu as donc mis en lumière Le Grand Continent, qui est une revue politique qui est née à l'École Normale Sup et qui a donc une énorme ambition. Et pour expliquer à ceux qui ne connaissent pas, ça a été lancé par 3 anciens étudiants, notamment. Hein, maintenant il y a tout un groupe et ça se veut en fait des revues un peu à la Foreign Affairs, Foreign Policy ou The Atlantic, très très pro-Europe, avec un grand coup, ils ont réussi un grand coup médiatique avec cette interview d'Emmanuel Macron. Euh, alors c'était intéressant parce qu'ils viennent du newsletter et qu'ils sont devenus un média. Et puis je voulais aussi, t'interroger un peu, savoir comment toi t'étais allé pourquoi tu les avais choisis. Est-ce que c'était suite à Ouais. cette interview de Macron? Il y a plein de choses à dire derrière aussi, ce rapport un peu les anciens médias, type l'Express qui se positionne comme un The Economist, c'est un peu un renouveau. Voilà un Écoute, peu la genèse de tout ça. oui, oui. En fait, ce sujet a une double origine, et c'est en fait souvent mes sujets naissent d'un agacement. C'est souvent une réaction à un agacement qu'une idée commence à me hanter et chemine. Et là, mon agacement, il date de l'été 2020, fin août, je crois. C'est quand Pierre Nora et Marcel Gaucher annoncent l'arrêt de la revue Le Débat. Et en annonçant cet arrêt, en fait, il disait les revues meurent parce que en gros le public n'est plus assez cultivé. Je crois que leur formule c'est le public n'est plus assez familier avec les exigences de la haute culture. Bon, et aussi parce que Internet nous fait lire des articles isolés et plus des dossiers in extenso, et du coup, c'est plus possible de penser des revues. Et donc j'avais trouvé cette explication vraiment très pauvre, et je me suis dit qu'il faudrait un jour ou l'autre que que j'essaye de raconter ce que pourrait être une revue de notre temps. Et le deuxième élément, effectivement, c'est en novembre, Macron donne un entretien d'assez haute volée sur la géopolitique à une revue en ligne, montée par des étudiants de Normal Sup. L'interview fait, je crois, 400 000 vues. Et Donc c'est pas... reprise dans quasiment tous les médias européens, etc. Ouais. Donc je me dis, c'est pas mal pour un site absolument inconnu du grand public. Et donc là, j'avais mon sujet. C'était ça, la revue dont j'allais raconter l'histoire. Donc c'est comme ça que je commence à m'intéresser à eux, que je vais les voir, que j'essaye de reconstituer leur aventure. Donc au départ, en 2017, c'est effectivement une simple newsletter. Puis il y a plusieurs newsletters, il y a des comptes Twitter par thème, par pays, des conférences hebdomadaires. Ils ajoutent plein de petites briques au fil du temps. C'est extrêmement souple comme manière de penser, de s'organiser. Ils agrègent régulièrement de nouveaux éléments et ils finissent par piloter un site de référence sur leur sujet avec une ambition assez folle comme tu le disais. Et voilà, je les ai trouvés vraiment intéressants. J'ai trouvé qu'ils étaient
très ambitieux et est-ce que tu penses que tu voilà, je parlais un peu de quand il y avait eu la nouvelle maquette de l'Express, quand ça avait été repris par Alain Veil et sorti un peu de Altis, où on avait dit un peu à l'Asie économiste, est-ce qu'à l'ombre des médias anglo-saxons, est-ce que eux se revendiquent un petit peu sur, quand ils citent un peu leurs modèles, hein, je parlais de Foreign Affairs, Foreign Policy, The Atlantic, il y a toujours cette ombre un peu des médias anglo-saxons. Est-ce que vraiment en France, les revues françaises sont moribondes? Est-ce que c'est ennuyeux? Alors eux, c'est effectivement, c'est des vrais fans de revues, des vrais fans des revues de think tank américains, mais aussi de revues plus littéraires en ligne, pour le design, pour la modernité de mise en scène et d'expression. Mais comme ils sont malins, ils savent très bien que s'ils se mettent tout de suite en compète face à ces géants-là, ils n'ont aucune chance de percer. Et donc ils ont pris le parti de faire une revue donc en plusieurs langues européennes, sauf l'anglais. Ils se sont dit on va pas mettre d'anglais, comme ça on sera pas tout de suite dans la comparaison. Et on veut devenir la grande revue européenne, et ensuite seulement on fera la compète internationale. Et donc comme leur obsession c'est d'essayer de penser une identité européenne, penser ce qu'est la culture européenne, oui, c'est pas que de la géopolitique, enfin la géopolitique au sens militaire, stratégique, politique, c'est aussi culture, voilà, c'est pas les conduits, c'est pas les conduits gaziers, les cartes que t'as eu au lycée, c'est pas trop ça. Enfin, il y a un peu de ça aussi, mais c'est pas les grands enjeux. C'est plutôt l'identité. Qu'est-ce qu'on a comme phénomène culturel commun entre les différents pays, qu'est-ce qui nous rapproche, ou enfin, et puis il publie en plusieurs langues, donc ça c'est assez inédit, il me semble. Et d'événementiel aussi, ouais, avec des grands talks dans chaque pays, en s'appuyant sur des correspondants dans les instituts français. C'est vrai qu'en fait, t'as l'impression que c'est des étudiants qui font ça en mode projet associatif, et pourtant une espèce d'ambition assez hallucinante, où tu as l'impression que ça peut devenir demain le grand média, un des grands médias européens qui pèsent. Enfin, d'ailleurs, quand t'as Macron, alors que t'es à peine sorti de tes études, c'est quand même assez fou. Ouais, moi ce que j'ai trouvé assez malin, encore une fois, c'est que ils se sont dit bon, en fait on en a marre de parler d'Europe de façon avec autant de grisaille, de parler de l'Europe uniquement à travers les procédures, uniquement à travers la législation, la bureaucratie, etc. Eux, ils disent on veut faire sortir l'Europe des affaires européennes, en fait. Les affaires européennes, c'est ça qui tue l'Europe, et il faut revenir à la vie des gens et refaire un imaginaire. Et ça, je le disais pour revenir à ce qu'on disait précédemment sur la comparaison avec les revues anglo-saxonnes. Je pense qu'ils essayent de même s'ils sont fans, ils essayent de penser une identité européenne pour cette revue, et donc à la fois dans le contenu, mais aussi dans la manière de distribuer les contenus, de créer des communautés. Voilà, ça va jusque là. En utilisant bien Internet, comme ils le disent, réconcilier le temps du tweet avec le temps du livre. Voilà, donc un vrai vent de fraîcheur que je voulais un peu mettre en avant, puisque donc à suivre, je crois qu'ils vont passer sur un modèle payant avec des grands projets dans le digital. Donc à ça, suivre, c'est le grand défi des mois qui viennent. Ouais. Et évidemment, comme toujours, le modèle économique, c'est important, et c'est une super transition sur ton dernier article, donc sur la truffe. Alors je dois avouer que je ne connaissais pas, tu vois, je suis arrivé dans les médias plus tard que ça, et donc j'avais un vrai trou dans la raquette, donc t'as permis un peu de le combler. Mais moi non plus, je connaissais pas, c'est pour ça que j'ai écrit dessus. Ah bah c'est bien de le dire. Donc c'est la truffe, donc c'est un des projets d'entrepreneur innovateur de la presse, Jean Chalit. Alors je sais pas si on dit Chalit ou Chalit. On dit Chalit a priori. Chalit. Voilà, et donc à travers ton article, et puis un article aussi du Monde où tu racontes un peu, donc la truffe c'est donc un quotidien qui n'a duré que quelques semaines, et donc tu racontes un peu dans le portrait de cet homme qui a été un grand homme de médias avec beaucoup de fails à son actif, mais à la fois une espèce de charisme assez hallucinant. Et donc pour tous, c'était l'homme d'action, le quotidien de lutte qui a été vendu
à la criée dans les manifs de mai 68. Voilà, donc ça a créé un mythe autour de lui, et pour les gens de cette génération, c'est resté un nom, c'est resté quelqu'un, et qui a effectivement été dans les années 80 de tout un tas de projets hyper novateurs qui sont restés à l'état de projet pour des tas de raisons, mais ce mec était assez visionnaire et il pensait à la fois le modèle économique, la technologie, le contenu. Et il me semble que pour l'époque, c'était assez rare d'avoir toutes ces préoccupations réunies dans un même cerveau. Moi, je le connaissais pas, je le dis très humblement. Il est mort cet automne, et donc c'est en lisant les nécrologies qui revenaient rapidement sur son parcours que je me suis dit que j'avais absolument envie de me pencher sur ce qu'il avait fait. Et donc La Truffe, qui était le premier quotidien tout en couleur en France, il avait voulu faire le Canard enchaîné quotidien. Et donc ça m'intéressait parce que c'est une espèce de fantasme qui est revenu dans des tas de projets ultérieurs, de faire comment mettre en place une organisation qui permette de faire de l'investigation, mais tous les jours. Et ça, tu sens que c'est quasiment impossible. Ouais, non, mais impossible. Tu sens dans ton article effectivement que les mecs doutaient de leur capacité à sortir des truffes, comme ils disaient, donc des vrais scoops tous les jours. Ouais, c'est faisable de sortir des petites infos, mais pas des choses massives tous les jours. C'est vraiment trop difficile. Et l'autre tentation qui s'est retrouvée là aussi dans plein d'autres projets, c'est un espèce de fantasme de journaliste qui peut-être fatigué comme je l'ai été à une époque de ma vie par le news, se dit je vais faire un journal déconnecté de l'actualité. Et ça, en fait, peut-être que ça marche si c'est un mensuel, si c'est un MOOC, si c'est ce que tu veux, mais quand c'est un quotidien, pour les gens attendent quand même que tu leur racontes l'actu. Et voilà, ça m'amusait parce que ça me rappelait plein d'autres scènes vécues plus tard, des discours entendus, parce que lui, quand il a lancé son projet, Jean Chalit était très radical. Il se disait, en fait, on va n'écrire que sur les sujets sur lesquels on a vraiment quelque chose d'exclusif. Oui, qu'on n'a pas vu la veille, qu'on n'a pas entendu à la radio, qu'on n'a pas vu à la télé. Si c'est juste pour redire, on le fait pas. Donc très radical, effectivement. Ouais, et surtout qu'il a une époque où t'as pas Internet, donc si quelqu'un, aujourd'hui c'est un discours qui est dans la plupart des projets de médias qui se montent sur Internet, en se disant ça sert à rien dans le bruit ambiant d'ajouter du bruit du bruit au bruit si on n'a pas de vraie valeur ajoutée. Mais à l'époque c'est pas du tout le même contexte, pas du tout le même paysage, et donc si on est sympa, on peut se dire qu'il a eu raison beaucoup trop tôt. Ouais, c'était un peu mon sentiment en lisant ce portrait qui est vraiment passionnant. Hein. C'est le mec qui était vraiment avant-gardiste, mais soit trop avant-gardiste, soit pas de chance, hein, ce qui aussi arrive. Où il a chaque fois il a failli réussir, lancer le Grand Paris, et puis il s'est fait un peu damer le pion par le Parisien qui a très bien réagi. Enfin, en termes de stratégie, de tactique, ils ont très bien réagi. Exactement, mais puis ce qui est, tu vois aussi tous les noms, les Carl Zero, Apathy, le nombre de gens qui ont été un peu autour de ça, et c'était assez rigolo. Enfin, vraiment, j'ai trouvé ça passionnant de découvrir tout ce qu'il a fait, et puis l'arrivée des Mac, enfin même l'informatique. Moi, qui suis un peu un fan d'informatique, c'était le premier journal informatisé, et effectivement, c'était fascinant. C'était fascinant pour les gens qui ont vécu ça. Mais alors, il y a autre chose qui m'a frappé, parce que tu dis il y a aussi la faute à pas de chance. Il y a plein de raisons, donc j'invite évidemment celles et ceux qui nous écoutent à aller lire le papier, et aussi à suivre la revue des médias sur les réseaux, à s'abonner à la newsletter, etc. Mais je trouve qu'il y a pour ceux qui liront le papier, il y a un autre élément, c'est que très souvent dans les projets de presse, l'envie d'y croire est beaucoup plus forte que la raison. Il y a un truc irrationnel. C'est tellement enthousiasmant, un projet de presse, et moi j'ai participé à des refontes de formules plusieurs fois au Parisien. J'étais dans le petit commando qui a monté le Parisien Économie. Au JDD, je suis arrivé comme
quand le journal a recruté des renforts pour lancer l'édition du samedi, et donc à chaque fois c'est des aventures hyper chouettes, et donc t'as tellement envie d'y croire, t'as tellement envie d'en être, t'as tellement envie de te dire que cette fois ça va marcher, que tu regardes pas à fond l'économie Les du rationnels projet, quoi. économiques, Ouais, exactement. ouais, Non, mais c'est vrai, tu vois, pour avoir suivi un petit peu explicite, hebdo, etc. Tu sens une espèce d'excitation. Et puis en plus, quand t'as des mecs charismatiques qui arrivent à t'embarquer, hein, tu l'expliques très bien dans le papier, sa capacité à convaincre les gens envers et contre tout de le suivre. T'as l'impression un peu ce qu'on appelle le FOMO, le fear of missing out. Tu te dis non mais c'est là que ça se passe, il faut que j'y sois. Des mecs qui ont quitté leur job pour y aller. Et puis tu réalises au fur et à mesure des jours, des conférences de rédaction, un peu la mine des confits, que ça se passe pas et que les chiffres sont pas là, et tu sens bien que ça a dû se passer comme ça à ouais. hebdo, etc. Où t'as un petit buzz, et puis en fait derrière, juste pour plein de raisons que t'as parlé de rationnel économique, c'est un business, et en fait voilà, il suffit pas d'être motivé et d'avoir des idées de papier, quoi. Ouais, c'est cruel, hein, parce que bon, ceux qui étaient des jeunes journalistes de terrain ont assez vite retrouvé du Bien travail, sûr. mais dans l'encadrement, il y en a qui ont été grillés durablement et qui ont jamais retrouvé des postes comme ceux auxquels ils pouvaient prétendre avant. Ouais, ça doit dire surtout que la truffe c'était quand même voilà très politique, hein. Tu parlais, c'était comme le Canard enchaîné, donc avec donc des caricatures de Karl Zéro, des photomontages, etc., qui étaient durs contre le gouvernement, etc. Donc ils se sont pas fait que des amis, hein. Alors quand en plus ça ne marche pas derrière, et que tu te retrouves sur le carreau et que tu t'es fait des ennemis un peu au pouvoir, ouais, je pense que pour certains leur carrière a dû être un peu compliquée derrière. Ouais, c'est le cas. Donc sujet passionnant, j'invite à tous ceux de le lire, ceux qui ne connaissent pas Jean Chalit. C'est donc sur la revue c'est ton dernier article sur la revue des médias. Donc voilà pour les quelques articles intéressants que je voulais mettre en lumière, parce que ça fait partie de l'actualité. Je pense relire un petit peu entre le grand continent et puis relire la truffe, c'est assez rigolo de voir un peu ces lancements, hein, loupé, un qui a l'air d'être en passe de réussir, des jeunes qui ont compris ces codes justement aussi un peu économiques, diffusion du contenu, de modèles. En tout cas, à confirmer. Il est peut-être un peu tôt pour crier victoire. Voilà. Et donc après, moi, j'ai sélectionné trois articles que j'ai vus, alors plus d'actualité, et encore une fois sur lesquels t'as pas forcément travaillé. Donc je te demande pas non plus un avis exhaustif, mais qui sont intéressants. Évidemment, Twitch et le live. On en a déjà parlé à ce micro. C'est le live qui bouscule un peu les médias traditionnels. Pour le coup, vous avez fait un article. Je crois pas que ce soit toi qui l'avais signé. Non, non, c'est un universitaire dont le nom m'échappe à l'instant, mais c'est un universitaire qui a essayé d'analyser ça. Ouais. Alors, je dois avoir l'onglet ouvert, donc on va lui rendre hommage. Vincent Carlino. Ouais, voilà, merci. Eh ben non, mais c'est important. euh, voilà, donc c'est assez intéressant, parce que donc Samuel Etienne, on en parle beaucoup, plus de 15 000 viewers à chaque fois qu'il prend la parole. Et puis il y a eu surtout cette actualité où il a reçu donc le Premier ministre Jean Castex avec un beau fail. Je sais pas si tu avais suivi un petit peu ça. Après avoir justement réussi l'exercice avec François Hollande. Voilà, donc juste pour expliquer le fail, grosso modo, c'était de la langue de bois, et il a fait une belle vidéo, Samuel Etienne, je crois que c'était sur Brut que je l'avais vu, où il revenait un petit peu sur ce fail, ou en expliquant qu'il l'avait senti tout de suite, mais c'est du live, donc on peut difficilement rattraper. Et puis en conclusion de cette vidéo Brut, où il expliquait que il posait la question, est-ce que un homme politique au pouvoir, en poste, peut se livrer un exercice sans langue de bois sur Twitch? Et il disait qu'a priori non. Donc ma question, je mettais ça, c'est qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tous les médias doivent y aller? Est-ce qu'évidemment il y en a beaucoup qui se foirent, qui ne maîtrisent pas les codes? Ouais. Mais, je pense pas que tout le monde doive y aller, parce que la condition pour y aller, c'est de le faire correctement. Faut pas y aller si c'est y aller pour y aller, et y aller pour l'affichage, et considérer que c'est un truc un peu gadget. J'ai l'impression que ceux qui arrivent à en faire quelque chose d'intéressant, c'est ceux qui ont une vraie curiosité pour le public de cette plateforme, qui s'astreignent à respecter et à comprendre ces codes,
et qui sont motivés par l'idée de construire une communauté sur des valeurs et de collaborer. Mais C'est ça est-ce qui qu'il n'y a marche. pas souvent que des Ouais. indépendants qui marchent? Écoute, je sais pas, mais j'ai l'impression que bon, sur l'épisode en 2 temps chez Samuel Etienne, François Hollande, c'est facile en fait. C'est le meilleur client que tu puisses imaginer. Il a de l'humour, il sait rebondir, il a passé sa vie à parler avec des journalistes, il sait faire, il sait s'adapter, et il y a plus tellement d'enjeux pour lui. Castex, il arrive avec sa rigidité, il voit le présentateur, enfin la vedette de télé à l'ancienne, et j'imagine qu'il se dit bon bah on fait comme à la télé en fait. Ouais. Et du coup ça ne marche pas de copier-coller les codes d'un média sur un autre. L'intérêt de Twitch, c'est l'interaction avec la communauté. Si tu viens avec un discours, une relation verticale, évidemment que ça peut pas marcher. Après, moi, ce que j'ai trouvé intéressant par la suite, pour rester sur Samuel Etienne, c'est le moment où France 2 s'est dit bon, on va essayer de faire un truc vieille télé et Twitch, et donc on fait Samuel Etienne et Laurent Delahousse ensemble, on les fait se croiser et on voit ce que ça donne. Et donc ça, je trouve que cette expérience est intéressante de voir comment des médias différents peuvent se nourrir, se régénérer, comment l'ancien peut apporter de la puissance au nouveau, comment le nouveau peut Apporter les réinjecter codes. un peu de souplesse à l'ancien. Ça, j'ai trouvé que c'était pas courageux, parce que c'est pas du courage non plus, mais je trouvais que c'était malin de la part de France 2 de tenter ça. Ouais, c'est ça. De toute façon, il faut tenter, hein. Après, ça, c'est évident, mais voilà, je pense qu'il faut, comme tu le dis, peut-être une association avec quelqu'un qui maîtrise bien les codes. C'est plus malin, puis ça évite un peu les gros fails, comme on en a vu. Voilà. En tout cas, après sur l'intérêt des médias, pardon, excuse-moi de te couper, c'est évidemment que Samuel Etienne fait tout, tu vois, et des médias qui vont sur Twitch, ça fait 2-3 ans qu'on voit ça. Là, c'est parce que c'est Samuel Etienne que des journalistes qui seraient jamais allés sur Twitch comme moi se disent ah tiens, c'est marrant, et puis après t'as un effet de loupe et puis de mimétisme qui fait que voilà, tout le monde en parle, mais évidemment que c'est enfin en France on se souviendra de son rôle, je pense. exactement. C'est clair. La preuve, on en parle aussi ici maintenant, parce que c'est assez impressionnant. Et voilà, je passe un message. Si quelqu'un qui écoute connaît Samuel Etienne et peut lui faire passer l'invitation, je serais ravi d'en parler avec lui, évidemment. Autre article que j'ai vu passer sur le Nieman Lab, qui est, alors ça peut être anecdotique, mais je trouvais ça quand même assez intéressant, le New York Times qui perd le contrôle de son groupe Facebook dédié aux recettes de cuisine, et qui était un complément de son produit New York Times Cooking, alors qui a, pour ceux qui connaissent pas, c'est un produit qui coûte $40 par an et qui fait partie de l'offre quand on s'abonne au New York Times, qui a une vraie grosse puissance, ce qui permet aussi de parler de diversification, hein. On le sait, c'est des vrais produits qui aident à la prise d'abonnement dans les médias et au New York Times, tout comme les jeux. Spelling Bee, les mots croisés évidemment. Et donc là, en fait, ils avaient ouvert un groupe Facebook, plus de 77 000 membres, et le groupe est parti un peu, je vais pas dire en sucette, mais ils ont perdu le contrôle, et donc ont décidé, voilà, de un peu abandonner ça, ou de laisser ça à la modération de ses propres membres. C'est une histoire géniale. J'ai trouvé ça assez rigolo parce que il y a plein de sujets sur le revers de la diversification. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi? Bah, moi, il y a plusieurs choses m'ont intéressé. Bon, d'abord, il y a l'histoire de la taille du groupe, parce que quand ce groupe a été créé, le New York Times n'a pas pris spécialement de précautions, parce qu'il voyait bien que de toute façon, les gens qui devenaient membres, c'était des fans du New York Times, en plus d'être des fans de cuisine, et ils venaient là parce qu'ils se sentaient bien dans cette communauté. Il y avait un attachement c'était des vrais fans.
Et évidemment, l'attachement moyen a été dilué quand le groupe a commencé à grandir. Et là, 77 000 personnes, imagine, la loyauté vis-à-vis du journal n'était plus la même, et évidemment que ce n'était plus du tout un endroit pour transformer des gens intéressés par la cuisine en futurs abonnés. C'est clair. À ce produit-là. Et donc là, pour que le journal se dise on a besoin de 10 à 20 volontaires pour modérer ce groupe, c'est vraiment que c'est ingérable. Ensuite, ce qui m'a intéressé, c'est que le New York Times avait dit, en fait, avait dit, j'en sais rien. J'ai l'impression qu'il s'était dit que ça allait être un endroit tranquille. Ils avaient une petite charte en disant ici on parle pas de politique, on parle de cuisine. Mais en fait, il y a rien de plus politique que la cuisine. C'est ça que j'ai adoré en fait. Le groupe il est devenu ingérable pour plein de raisons, mais il y a eu notamment des engueulades sur l'appropriation culturelle des plats. Donc évidemment que c'est des sujets passionnants et qui peuvent faire je trouve que ça pourrait faire plein de sujets dans le journal, et peut-être qu'ils les ont fait, j'ai pas vérifié avant de te parler. On va suivre, ça c'est récent. Il y a eu aussi la crise sanitaire qui s'était invitée. Quand les gens ont commencé à fanfaronner, à poster des photos de leur grande tablée Thanksgiving avec tout ce qu'ils avaient fait, évidemment qu'il y a des lecteurs qui les ont pris à partie en disant mais et la distanciation sociale, mec. Donc voilà, c'est en fait la politique, les questions de société se sont invitées dans ces débats. Les gens n'étaient pas là juste pour poster des recettes, ils étaient là pour parler de plein de sujets, pour raconter leur vie aussi. Pour eux, c'était important de mettre en photo leur animal de compagnie à côté de leur dernière recette réussie, voilà, parce que c'était leurs copains en fait, ce groupe. Et donc évidemment que c'est bon, le journal a perdu le contrôle. Donc il y a évidemment l'argument économique en disant ouais, ça coûte trop cher en modération. Payer une personne à plein temps pour modérer un groupe Facebook, est-ce que c'est la meilleure allocation de nos ressources? Mais je crois aussi que de toute façon, là, l'affaire était perdue. L'affaire était perdue, ouais. Donc peut-être une question de taille. Et se pose aussi la question de la modération par Facebook, qui ne fait rien, l'absence de paywall pour les articles, en fait, parce qu'on a beaucoup parlé à un moment donné dans les médias de se dire faut faire des groupes Facebook, ça permet un peu d'embaser, avoir le côté communauté, etc. Mais en fait là, voilà, on voit qu'au-delà d'un certain moment, ça, les problèmes de copyright, les gens qui mettaient des photos des recettes qui sont par ailleurs payantes, cette modération qui coûte une fortune si tu veux bien le faire, voilà. Et puis la question de la diversification. Donc je trouvais ça assez à la fois anecdotique et à la fois assez intéressant sur les phénomènes de société, puis ce côté politique que tu dis qui s'est invité. Oui, moi je trouve que c'est une histoire qui a plein d'ingrédients super. C'est une très bonne histoire. Exact. Pardon, j'ai pas voulu faire un jeu de mots, c'est volontaire. Et dernier article, alors qu'on pourrait presque dire on s'en fout, point d'interrogation ou pas, mais je trouve ça assez intéressant. C'était donc sur le NFT, les non-fungible tokens, donc je sais pas comment on pourrait le traduire, enfin donc la traduction c'est jeton non fungible. Le jeton non fungible. Mais j'ai fait la traduction, mais du coup je te laisse faire la définition alors. Ouais, alors j'aurais pu mieux le préparer en tout cas pour avoir une définition exacte, mais en tout cas ce sont des jetons, ce sont des biens qu'on ne peut pas céder, qui peuvent pas être reproduits, alors on va dire que c'est plutôt, on va prendre le problème inverse, c'est des œuvres numériques qu'on peut vendre, des œuvres numériques uniques, numérotées, et dont la transaction est enregistrée dans un jeton via la blockchain Ethereum en l'occurrence. Et donc on a vu fleurir ces derniers jours, ces dernières semaines, un peu l'avènement des NFT, avec par exemple le premier tweet de Jack Dorsey qu'on peut acheter, des albums de musique numériques ou des œuvres d'art qu'on peut acheter. Et je trouve ça hyper intéressant parce que évidemment ce sont des œuvres numériques, donc on peut les reproduire, on peut les voir, mais il y a une personne qui en est le propriétaire original. Et donc il y a Quartz qui devient le premier organe de presse à prendre le train de cette hype, et ils ont mis en vente un article par donc le système NFT qui a été vendu en l'occurrence $1 800, j'ai vu. Voilà, donc je trouvais ça assez intéressant. Je sais pas si tu as un avis sur le phénomène NFT, alors qui est pas
que lié aux médias, mais là c'était Quartz, Ouais. c'était un peu un petit clin d'œil. Voilà, ton avis peut-être perso là-dessus, hein. Écoute, je trouve ça rigolo. Euh, je trouve ça rigolo. Parce que les sommes en jeu sont folles. Hein. Je sais plus le premier tweet, mais où il y a une œuvre de Peeble, un artiste numérique, ça a été vendu plusieurs dizaines de millions de dollars. Hein. Voilà, ça semble, en fait, c'est avec ce genre de phénomène, c'est assez fascinant parce que tu te dis, mais je ne comprends pas très bien. Après, tu dis, je crois que j'ai compris, mais je ne vois pas la logique. Est-ce que les gens sont complètement irrationnels ou est-ce que vraiment le fond du sujet m'échappe? Là, il y a des sommes délirantes en jeu, effectivement. J'ai entendu, je crois, l'autre jour à la radio, une comparaison, je crois, qui m'a fait un petit peu avancer dans ce tout début de réflexion. Quelqu'un disait en fait, évidemment que donc c'est des œuvres que tout le monde peut voir, mais c'est comme les gens qui vont sponsoriser une étoile. Tout le monde peut la voir, ils ont dépensé de l'argent, ils sont contents que leur nom y soit associé. Alors te moque pas trop, parce que quand j'ai rencontré ma femme à 20 ans, je l'ai fait en cadeau d'anniversaire. Et ça me paraissait le meilleur cadeau du monde à l'époque. Donc écoute, voilà, ne te moque pas trop. Ah non, je me moque pas du tout, et je crois que c'est le climax de cet épisode. Merci d'avoir partagé cette confidence. Anecdote, voilà. Non, effectivement, mais c'est la comparaison qui m'a permis d'un peu comprendre la logique. Donc tu ne privatises pas un bien pour ton propre usage, tu laisses les autres en jouir, en quelque sorte. Exactement. Mais t'es content d'avoir certifié l'authenticité et ta propriété. Et donc voilà. C'est ça. Mais c'est pas une espèce d'ego trip ou alors en l'occurrence celui qui avait acheté cette œuvre de Peeble, j'ai plus le nom, lui le fait aussi avec une vision très business de se dire par exemple le premier tweet de Jack Dorsey, tout le monde en a parlé. Ça a une valeur. En fait, c'est une question de confiance quelque part. Tu te dis, bon, ça a de la valeur, on pourra le tracer et je pourrais le revendre. Ou alors après, comme les trucs d'étoiles, c'est une espèce d'ego trip en te disant, voilà, ça c'est assez rigolo. Je suis le propriétaire de ça et j'empêche pas les autres effectivement d'en bénéficier. C'est pas un truc caché dans un coffre-fort. Oui, non, mais effectivement, c'est peut-être une chimère, mais peut-être qu'on monétisera des contenus de presse comme ça à l'avenir. Je sais pas, j'attends de voir, je suis spectateur de cette nouveauté, intrigué, et je n'ai pas d'avis plus abouti que ça. Je suis désolé. Je m'en doute, et c'est pareil, c'est justement cette revue de presse, c'est hype ou pas hype quelque part. Attendons de voir. En tout cas, c'est quand même un truc qui était assez hallucinant, et donc Quartz c'était plutôt un clin d'œil de mettre en vente cet article, mais je trouvais ça intéressant de mettre ce phénomène là sur la table et puis voir comment ça va partir. Après, ça repose sur une vraie techno Ethereum, la blockchain, donc c'est traçable. Les sommes investies font quand même penser que il va y avoir un business derrière. Il y aura toujours quelqu'un qui sera content de se dire je suis le propriétaire. Mais alors les vraies questions, c'est comment est-ce que tu as baptisé l'étoile que tu as offert à ta femme? Non, alors ça c'est très perso. Ça, là, c'est pas NSFW, mais voilà, c'est son petit nom. Et ce qui est rigolo, c'est qu'au début, je te dis, voilà, je trouvais ça vraiment hyper cool. 20 ans plus tard, je me dis bon, c'était un petit peu kitsch, mais on en reparle toujours avec un petit sourire, etc. Et je lui avais offert une étoile. Et merci de revenir là-dessus. Et ben, c'est ça, ça sera ça la valeur du NFT alors. Exactement. Je pense que c'est un truc, effectivement, t'es content d'avoir ton truc, d'en être le propriétaire. Voilà pour ce petit tour de l'actualité de la fin mars 2021. Mathieu, merci pour ton temps passé, et puis je le redis. Merci pour ton invitation. Écoute, c'était très cool. Je le redis, cet épisode qui était à la fois sur l'actu et la mise en lumière un peu de ce que vous faites à la revue des médias, qui est vraiment une mine d'or pour tous ceux qui s'intéressent de près ou de loin aux médias. Il y a du fond, il y a de l'intelligence, c'est vraiment bien fait. Donc je tenais, ça me faisait vraiment plaisir de le mettre en avant et de te recevoir. Et à refaire, parce que tu produis quand même assez régulièrement, toi et tes collègues, donc à refaire à l'occasion. C'était très cool. Encore une fois, merci Mathieu, merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, et je vous dis à bientôt, portez-vous bien, salut.
Salut. Voilà, Mediarama s'achève. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker et le partager. Et puis, si vous souhaitez être accompagné par notre agence Cosa Vostra, contactez-moi par mail mediarama@cosavostra.com. Portez-vous bien.